C'est arrivé un soir dans un restaurant qui servait du poulet grillé. Sur la table, comme on pouvait s'y attendre, trônait une énorme assiette de poulet. Un homme d'apparence européenne nommé Hugo, un saint du Sagittaire, a déclaré que Harry, le 13e éveillé, était destiné à mourir demain. Harry, assis en face de lui en train de mâcher du poulet, demanda avec déplaisir: « Tu me méprises vraiment à ce point ?» L'homme avait le visage couvert de cicatrices et un œil aveugle. La capuche de sa veste était rabattue sur sa tête. Harry lui demanda si c'était parce qu'il avait pris toutes les pâtes qui se trouvèrent dans l'assiette. Un peu agacé, l'homme en face de lui répondit que ce n'était pas du tout comme ça. Tout en continuant de mâcher son poulet, Harry dit qu'il comprenait les raisons de ses inquiétudes, mais qu'il n'avait rien à craindre et qu'il n'allait certainement pas mourir. Il a ri et a dit qu'il avait tué plus de porteurs de malheur que les 12 constellations réunies. Alors comment quelqu'un comme lui pourrait-il vraiment mourir? Hugo serra les mains avec tension et fixa la table. Il existe une tour démoniaque dans ce monde. Cette tour abrite un monstre terrible capable d'anéantir toute l'humanité. Tout a commencé le dernier jour du XXe siècle. En effet, lorsque les puissants, porteurs de malheur, ont acculé l'humanité par leur pouvoir écrasant. Ils ne laissèrent derrière eux que ténèbres et chaos, et c'est durant cette période que 12 dieux apparurent, se faisant appeler êtres sacrés. Ils jurèrent de donner à l'humanité le pouvoir de repousser tous les monstres, et ils choisirent 12 personnes pour recevoir ce même pouvoir indescriptible. Mais un jour, un événement inattendu se produisit. Le 13e éveillé apparut, sans la bénédiction de l'entité sacrée. De plus, cet être éveillé était si puissant et si incroyable. Et par conséquent, même les 12 saints n'étaient pas ses égaux. Et celui qui s'est éveillé n'était autre que Harry. Hugo et Harry atteignirent l'entrée de la tour démoniaque, où 12 saints les attendèrent déjà. Hugo remercia l'homme, car c'est grâce à lui qu'ils allaient maintenant pouvoir organiser l'attaque de la tour. Assis sur un rocher, Harry répondit que les mots ne suffisaient pas et qu'il voulait une réserve de poulet frit pour 5 ans, ce à quoi l'homme lui demanda s'il n'en était pas encore lassé. Puis il remarqua avec irritation que l'homme continuait à mal prononcer son nom de famille, ce à quoi Harry répondit que son nom de famille sonnait stupide. L'une des saintes, une jeune fille aux longs cheveux bleus, déclara avec un sourire qu'après avoir vaincu celui aux yeux rouges, une récompense incroyable les attendrait. L'homme qui se tenait à côté d'elle ricana et répondit que la récompense serait d'au moins 100 millions de dollars, puisque ce monstre était considéré comme le plus terrible. Soudain, Harry, se couvrant le visage d'une écharpe, leur dit qu'il ferait mieux de demander 10 ans de logement dans un hôtel 7 étoiles quelque part à Hawaï. Et puis il a dit que ce serait mieux ainsi, car à cause de celui aux yeux rouges, de nombreux pays sont au bord de la crise. L'homme qui avait parlé plus tôt de la récompense afficha un sourire mauvais et appela le garçon. Puis, avec le même sourire narquois, il lui demanda s'il ne devait pas revoir ses exigences à la hausse, s'il voulait travailler avec eux, et s'il ne voulait pas soigner son visage et son corps défiguré. En les regardant de dos, Harry pensa qu'ils n'étaient pas du tout des saints, juste une bande de crapules qui ne se souciaient que de leur propre intérêt. Soudain, les deux hommes se retournèrent et s'adressèrent de nouveau à l'homme en riant méchamment. L'un d'eux lui dit d'arrêter de se précipiter pour aider tous ceux qu'il croisait, car seules quelques victimes en tireraient profit. L'homme soupira lourdement et déclara qu'il était temps pour eux de partir, et il pensa en lui-même que c'était une bonne chose qu'il ne les revoie plus jamais après avoir réglé cette affaire. Les saints entrèrent dans la grotte, de longues stalagmites pendèrent du plafond, et tout autour était illuminé par une douce lueur. Les saints s'arrêtèrent et levèrent les yeux avec étonnement. Ils virent quelque chose de si grand qu'ils durent lever les yeux. Il s'avéra qu'ils se trouvaient déjà devant le seigneur de la tour démoniaque, à côté duquel ils semblaient tous de petites mouches. Harry pensait qu'un simple regard posé sur le seigneur lui inspirait une pression terrifiante. Soudain, le souverain ouvrit la bouche, d'où jaillit une lueur, et son regard ne quitta pas les gens qui s'approchèrent de lui. Tout autour de la grotte trembla violemment, et les saints commencèrent à regarder autour d'eux. Le sol, incapable de résister à la pression, commença à se fissurer. La pression était si forte que Harry mit ses mains devant lui pour se protéger lorsqu'il fut projeté en arrière. La pierre qui se trouvait devant le trône du souverain se fissura, et une lumière éclatante jaillit des fissures. Puis une immense colonne lumineuse jaillit du sol et s'éleva vers le ciel. Cette colonne de lumière a élevé tous les saints qui se trouvaient dans sa zone d'influence. Une colonne de lumière jaillit du toit du château, et tout ce qui l'entourait s'illumina. Bientôt la lumière s'estompa, et tout autour fut rempli de fumée. Les saints effrayés, qui regrettaient l'absence de ce pilier de lumière,
se blottissaient contre les murs du château. À leurs pieds se dressait une falaise, sous laquelle s'étendait un véritable lac de lave. Le trône du souverain resta intact, seule la fumée de ce coup le dissimulait. Le seigneur leva la tête avec suffisance, regardant autour de lui, un large sourire aux lèvres. La jeune fille, d'une grande sainteté, s'était déjà un peu remise de cet événement, mais son corps tremblait encore légèrement, et elle ne put que murmurer qu'il devait s'enfuir. Puis elle poussa un cri, et les 3 saints, encore en vie, accoururent aussitôt. Harry resta immobile où il était, se tourna vers eux et dit calmement qu'il ne pouvait pas croire que ces sacs de merde soient appelés saints. Il serra plus fort la poignée de son arme, pensant que cela n'avait aucune importance pour lui de toute façon. Après tout, c'est lui qui va lui botter le cul à ce type aux yeux rouges. Et puis, brisant la terre, il se précipita en avant. D'un mouvement brusque, il sauta et se retrouva à hauteur du front du monstre. L'homme abattit son arme pour frapper. Au bout d'un certain temps, Harry reprit ses attaques. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il ne cessa de tuer des monstres. Ses yeux brillaient d'une lumière bleue terrifiante, et il avait un poignard entre les dents. Une seule pensée lui traversait l'esprit. Je dois découper des monstres. À l'ombre de la grotte, une multitude d'yeux rouges apparurent, de formes et de tailles différentes. Un grand nombre de monstres apparurent devant Harry, qui ne portait plus sa veste, et il pensa qu'il s'agissait d'un piège spécial dans lequel des hordes de monstres de plus en plus nombreuses surgissaient constamment. Harry n'avait plus son bras gauche. Son corps était couvert de cicatrices, mais ses yeux continuaient de scintiller d'une froide lueur bleue. Serrant encore plus fort les mâchoires, jusqu'à ce que ses gencives saignent, il se demanda s'il pensait tous qu'il céderait si facilement. Il y avait une lueur folle dans ses yeux lorsqu'il se promit, ainsi qu'à tous les saints, qu'il survivrait et les réduirait tous en miettes. Le temps a inexorablement passé, et 20 ans se sont écoulés depuis ce moment. Harry s'approchait d'un autre monstre qui s'exclama que cela ne pouvait être. Il demanda à l'homme comment il était arrivé là, ce à quoi Harry répondit qu'il était le dernier survivant. Le monstre se plaqua encore plus fort contre la pierre et hurla de panique, implorant de l'aide. Harry leva le pied pour écraser le monstre. Une longue barbe lui était déjà apparue au visage, et il déclara que c'était déjà fini. Puis il écrasa la tête du monstre avec son pied, projetant du sang dans les airs. Debout devant le cadavre du dernier monstre, Harry soupira lourdement, visiblement las. En levant les yeux vers le ciel, il constata que c'était enfin terminé. Mais soudain, tout autour trembla, provoquant la chute de pierres venues d'en haut. L'homme s'affaiblit et commença à tomber au sol, murmurant faiblement qu'il allait enfin pouvoir sortir d'ici, tandis que tout autour de lui continuait de trembler. Puis il tomba à terre et les pierres ensevelirent son corps. Au bout d'un moment, il faisait déjà jour. Les immeubles de la ville étaient détruits depuis longtemps, et l'air était brunâtre à cause de la poussière et de la saleté. Le jeune homme qui courait à côté du vieil homme a dit qu'il avait affirmé que ce n'était pas la meilleure façon de procéder, ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses tournent ainsi et qu'il avait simplement dit qu'aujourd'hui était plus sûr que d'habitude. Et il s'est avéré que plusieurs monstres de haut rang les poursuivaient. L'homme, les larmes aux yeux, s'exclama que tout allait mal, et pourtant la diseuse de bonne aventure lui annonça qu'il rencontrerait aujourd'hui un monstre avec lequel il ne devait pas s'associer. L'un des monstres prit soudainement appui sur le sol et sauta. Et puis il atterrit pile entre le garçon et l'homme. L'homme est tombé au sol et, pris de colère, il a frappé le sol du poing. Finalement, ils se retrouvèrent encerclés par ces monstres et par conséquent impuissants. En se relevant, le garçon pensa que si seulement Maître Harry pouvait revenir de la tour démoniaque, ces maudits monstres n'oseraient pas apparaître ici. Et soudain, les portes de la tour démoniaque s'ouvrirent. Le garçon et l'homme le regardèrent avec surprise. Et puis il y a eu une explosion. Tentant de se protéger des rafales de vent, le garçon et l'homme mirent leurs mains devant eux. Et comme il s'est avéré, une partie du territoire a tout simplement été détruite, formant ainsi un cercle sur la terre. Le garçon et l'homme étaient ensevelis sous les décombres, et le second demanda ce que c'était. Soudain, il appela le garçon, l'appelant Charlie, et dit que quelqu'un sortait de la tour en ruine. Et en effet, quelqu'un sortit de la tour, et sa main puissante apparut avec des veines saillantes. Au milieu de cette zone dévastée se dressait une silhouette solitaire. Cet homme serra les poings, fit craquer ses doigts et soupira de soulagement. Des éclairs noirs jaillirent de son corps, et l'homme cria que ces salauds l'avaient frappé dans le dos et l'avaient laissé pourrir dans ce trou. Soudain, il tendit la main en avant et cria qu'ils étaient maintenant dans une situation catastrophique.
Il asséna ensuite un coup à la mâchoire d'un des monstres de haut rang, et il en plaqua un autre au sol avec son pied. L'homme, qui se trouvait encore sous les décombres, a déclaré qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse se débarrasser aussi facilement de monstres de classe orange. L'homme continua de frapper les monstres, et une montagne entière s'accumula sous ses pieds. Puis il s'est laissé distraire. Puis il a soudainement bondi, soulevant un nuage de poussière dans les airs. Puis d'un seul pied, il écrasa les débris sous lesquels se trouvaient Charlie et l'homme, qui reculèrent de peur. Tombant à terre, Charlie demanda à l'homme pourquoi il avait décidé de les attaquer. L'homme se contenta de dire qu'il semblait que son travail était terminé, et les autres poussèrent un soupir de soulagement. Charlie demanda alors à son ami si ce n'était pas un événement extraordinaire, puisqu'une personne avait réussi à sortir de la tour, ce à quoi il répondit que c'était impossible et qu'il se trouvait simplement à proximité. Soudain, une ombre se projeta sur l'endroit où ils étaient encore assis par terre. Il s'est avéré que c'était un énorme loup, les yeux rougeoyants et la gueule baveuse. Les hommes assis par terre hurlèrent de peur, persuadés qu'il s'agissait du chef de la meute. Alors l'un d'eux a crié à l'homme qui lui conseillait de s'enfuir. Les yeux du monstre brillèrent encore plus fort et des éclairs rouges jaillirent de son corps. Puis il ouvrit la bouche, d'où jaillit un rayon de lumière rouge. Les hommes, terrifiés, se recroquevillaient en pressant leurs mains contre leur tête. Ce rayon de lumière illumina l'espace devant le monstre, détruisant tout sur son passage. L'explosion était si puissante qu'elle était visible à plusieurs kilomètres de distance. Bientôt la lumière s'éteignit et le silence se fit. Charlie et son ami furent surpris de constater qu'ils étaient encore en vie. En ouvrant les yeux, ils ne remarquèrent devant eux que le large dos d'un inconnu, qui se tenait dans une pose décontractée. En regardant autour d'eux, ils remarquèrent que la terre avait été détruite par ce rayon, mais ils n'en ressentirent pas l'impact, car un homme se tenait devant eux. L'ami de Charlie pensa que cet étranger les avait peut-être protégés. Puis l'étranger s'est envolé et a sauté très haut dans le ciel, obligeant tous les autres à lever les yeux. L'homme leva la main pour frapper l'énorme chien. D'un seul coup puissant, il enfonça la tête de la bête dans le sol. Charlie et son ami furent assez surpris par cela. L'étranger atterrit au sol avec un sourire aux lèvres. Puis il se tourna fièrement vers les hommes, tandis que le cadavre du monstre gisait derrière lui. Il a dit qu'il avait définitivement terminé, mais il a lui-même constaté avec déplaisir que ça puait ici. Puis son regard se porta sur le côté et il murmura quelque chose. Il se tourna vers les hommes qui se tenaient derrière lui, les faisant sursauter de peur. L'homme commença à se tourner vers eux pour dire quelque chose, tout son corps émettant une sorte de lumière verte inquiétante. Les hommes tremblaient de peur, essayant de comprendre ce qu'il voulait leur dire. Mais l'étranger se contenta de sourire gentiment et leur demanda de lui acheter à manger. Il se gratta la tête maladroitement tandis que les hommes restaient silencieux, stupéfaits. Et il a ajouté que les vêtements ne feraient pas de mal non plus. Au bout d'un moment, l'étranger et les deux hommes arrivèrent à un petit café. L'homme posa l'assiette désormais vide sur la table d'un geste brusque. L'ami de Charlie jeta un coup d'œil à l'addition et, remarquant le prix du repas, il faillit rendre l'âme. Ils demandèrent alors avec indignation à l'étranger comment il avait pu manger pour la somme astronomique de 1 000 $, ce à quoi il répondit « Mais vous avez dit que vous n'aviez pas autant d'argent, et c'est pourquoi je n'en ai commandé qu'un peu. » Il se retourna alors pour commander une autre portion et remarqua qu'ils avaient eux-mêmes dit qu'ils étaient prêts à payer son dîner pour leur avoir sauvé la vie, ce à quoi l'ami de Charlie cria avec indignation. Charlie, se bouchant les oreilles, demanda à l'étranger qui il était et pourquoi il se trouvait près de la tour. L'homme, mâchant un cure-dent, répondit qu'il était entré dans la tour puis en était simplement ressorti, ce qui provoqua immédiatement des exclamations de surprise, et l'homme dit qu'il avait une dernière question. Il leur demanda qui ils étaient, car ils ressemblaient à de simples citadins, mais ils dégageaient une aura magique. L'ami de Charlie répondit que c'était parce que cet homme était un Templier, puis il lui demanda s'il était lui-même un Templier. Prenant sa cuillère sur la table, l'étranger répondit qu'il n'avait pas besoin de remuer la queue devant un grand ponte, mais soudain, quelque chose le surprit. Il contempla son reflet dans la cuillère, et soudain, son visage se déforma comme sous l'effet de la peur, et des gouttes de sueur froide lui coulèrent sur les joues. Il frappa la table du poing, se leva d'un mouvement brusque et s'exclama qu'il avait besoin d'un miroir de toute urgence, ce à quoi la serveuse le lui indiqua discrètement. S'approchant du miroir, l'homme commença à enlever les vêtements qu'il avait reçus. Il fixa le miroir sous le choc, la main presque collée à son visage. Il a constaté que son corps était complètement guéri. Harry pensait que ses vieilles blessures étaient si terribles qu'il était inutile d'essayer de les guérir.
Puis il reprit ses esprits et remarqua que sa main gauche était également à sa place. Il regarda sa paume, qui portait désormais une sorte de marque ronde. Lorsque l'homme la regarda, le signe commença à apparaître et un serpent devint clairement visible sur sa paume. Soudain, Harry ressentit une vive douleur dans son bras, le poussant à le serrer fort. Les veines de ses bras se gonflèrent. Le corps de l'homme commença à émettre une lumière verte et la silhouette d'un serpent apparut derrière son dos. L'homme ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus dans le café. Son corps tout entier semblait s'être transformé en un esprit désincarné. Devant lui se tenait un énorme serpent qui le fixait de son œil rouge. L'homme paraissait minuscule comparé au serpent, et le serpent sortit sa fine langue. Harry tendit la main pour la toucher. Lorsqu'il fit cela, une lumière vive jaillit de l'endroit où ils se touchèrent. Et puis tout autour s'est illuminé d'une vive lumière jaune. L'instant d'après, Harry se réveilla assis par terre dans le café, la main tendue devant lui. Charlie tendit la main pour aider l'homme à se relever et lui demanda s'il allait bien. Harry agita les mains et leur demanda s'ils avaient vu un énorme serpent, ce à quoi ils se contentèrent de le fixer. Charlie a dit qu'il n'avait vu aucun serpent. Il l'avait juste vu enlever soudainement ses vêtements et courir vers le miroir, puis se mettre à hurler en se tenant le poignet. En regardant à nouveau sa paume, l'homme conclut qu'il semblait que personne d'autre que lui ne puisse le voir. Et puis l'homme sentit quelque chose derrière lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait de tablettes portant un texte indiquant qu'il avait survécu à la mort et qu'il était désormais le maître de la constellation d'Ophiuchus, ainsi qu'une description de ses capacités. L'un de ses pouvoirs était la super-régénération. Et Harry pensait n'avoir jamais entendu parler d'autres saints ayant vu quelque chose de pareil. De plus, il ne perçoit pas l'énergie des êtres sacrés. Quoi qu'il en soit, il était satisfait de cet arrangement, car son corps avait pleinement récupéré. Il lui fallait maintenant retrouver les traîtres qu'il avait laissés pour morts, et surtout celui qu'il avait poignardé dans le dos. Harry, réfléchissant à cela, crispa sa main, faisant gonfler ses veines, et il dit que tout son corps se mettait à trembler rien qu'à la pensée de la vengeance. Et Charlie et son ami, remarquant l'étrange comportement de l'homme, tremblèrent de peur. Au même moment, quelque part sur le lieu de l'incident, des rubans de police étaient déjà installés. L'homme qui se tenait à proximité déclara que la tour démoniaque, considérée comme une forteresse indestructible, s'était soudainement effondrée, ce à quoi un autre répondit que cette nouvelle allait bientôt faire sensation dans le monde entier. Le premier a dit que cet endroit avait un lien particulier avec Harry. Cela pourrait-il être l'œuvre de ses disciples ou d'autres saints? Le deuxième homme répondit que c'était intéressant. Puis il dit à l'autre de regarder celui qui tirait. Il a dit que c'était un monstre que même les saints de haut rang avaient du mal à affronter. Qui d'autre pourrait défier un tel monstre et détruire la tour? Le premier homme demanda alors si Harry était vraiment sorti vivant de la tour. Un autre lui a dit qu'il ne pouvait pas en être sûr, qu'il ne pouvait qu'attendre l'apparition de nouveaux indices. Au même moment, quelque chose se passait dans l'un des immeubles de plusieurs étages de la ville. L'une des pièces de ce bâtiment contenait de nombreuses caméras. Les journalistes ont approché Victor et lui ont demandé ce qu'il pensait de la destruction de la tour démoniaque et s'il était possible que Harry soit revenu vivant. Victor, qui était le signe sacré du bélier, se tenait sur scène et ne répondit pas. Prenant le micro, il a déclaré n'avoir aucun commentaire à faire sur le sujet. Puis lui et ses gardes du corps ont quitté la pièce, tandis que les journalistes l'interpellaient, réclamant des réponses. Une voiture de luxe roulait à grande vitesse sur la route. Victor, qui était assis dedans, a heurté violemment la coudoir, cassant ses lunettes. Il fit la grimace et s'exclama qu'il avait entendu le nom de Harry tellement de fois aujourd'hui. Il se demandait s'il avait vraiment été vivant pendant tout ce temps dans la tour démoniaque, pendant ces 20 années. En glissant la main dans son gilet, il pensa que cela ne pouvait être vrai, car il y avait là des milliers de créatures mortelles, et toutes étaient de classe noire. Il sortit sa pipe de sa poche, pensant que c'était un miracle qu'ils aient réussi à s'échapper de là, après avoir tranché la gorge de l'homme aux yeux rouges, et qu'il était impossible que ce dernier ait pu survivre. Tout en mâchant sa pipe, il songea à la tension palpable dans le corps d'Harry, constamment à fleur de peau à cause des attaques mortelles du monstre, alors qu'il ne portait même pas d'armure comme tous les autres saints. Il fronça les sourcils, pensant qu'il était peut-être encore en vie. En y repensant, il expira un énorme nuage de fumée. Puis, serrant les mâchoires, il siffla que ce serait alors la fin pour tous. Pendant ce temps, Harry prit le téléphone de Charlie et dit qu'il devrait commencer par ce salaud. Entre-temps, un avion est arrivé à l'un des aéroports, et une seule personne en sortit, qui fut accueillie bruyamment.
Les gardes du corps se sont exclamés que c'était un honneur pour eux de rencontrer l'un des 12 saints. Il s'avéra que celui qui arriva dans cet avion était Hugo, le signe sacré du Sagittaire. Descendant au sol, il demanda aux hommes qui s'inclinaient encore où se trouvait le Premier ministre. Et ils répondirent qu'il attendait dans son bureau et que le transport était prêt. Hugo se dirigea aussitôt vers la voiture et les gardes du corps s'inclinèrent encore plus bas. L'un d'eux, veillant sur l'homme, fit remarquer avec admiration combien il était majestueux. Il a déclaré que c'est exactement à cela que devrait ressembler une personne véritablement élue. La voiture roulait rapidement sur la route. Hugo était assis en silence sur le siège, les jambes croisées, et regardait par la fenêtre. Soudain, son téléphone vibra. Un peu agacé, il pensa que ce devait encore être ces journalistes insupportables, et il n'arrivait pas à croire que les rumeurs concernant le retour de Harry soient devenues si populaires. Il retourna le téléphone avec colère, face contre table, et s'exclama que 20 ans s'étaient déjà écoulés. Et son téléphone est finalement devenu silencieux. L'homme, les sourcils froncés, regarda de nouveau par la fenêtre. Il se souvint des paroles qu'il lui avait adressées 20 ans plus tôt, à propos de la mort imminente d'Harry. En répondant, Harry ignorait totalement qu'il avait une si mauvaise opinion de lui. Il repensait à la fois où, lors de l'attaque de la tour démoniaque, à la demande d'Harry, il était sorti et avait repoussé les hordes de monstres qui approchaient. Il voulait croire que sa prémonition le trompait et qu'Harry parviendrait à s'en sortir vivant. Ce jour-là, après avoir quitté la grotte et rencontré les autres saints, Hugo, blessé, leur demanda pourquoi Harry n'était pas avec eux. Et puis il s'est avéré que les saints, qui étaient entrés ensemble dans le corps de Harry, l'avaient abandonné et étaient revenus avec la tête de l'homme aux yeux rouges. Cet événement a été connu du monde entier. 20 saints, dont lui-même, furent reconnus comme des héros et acquirent une influence encore plus grande. Hugo, incapable de croire que Harry était mort, demandait sans cesse qu'on commence à le rechercher. Mais Jean-Louis, le signe sacré du cancer obscur, lui répondit par un sourire qu'il était temps pour lui d'arrêter. Il a déclaré qu'il connaissait parfaitement le nombre de monstres dans la tour démoniaque. Donc, il n'y avait aucune chance que Harry ait survécu. Avec un sourire encore plus répugnant, l'homme déclara que si Hugo était si inquiet pour Harry, il pouvait partir à sa recherche seul, personne ne l'en empêcherait. Mais que la liste des saints serait alors réduite à 11. Hugo ne répondit pas. Il serra simplement les mâchoires et grinça des dents de colère. À cette pensée, l'humeur de l'homme s'assombrit et il déboutonna le premier bouton de sa chemise. En regardant par la fenêtre, il pensa que, quelle que soit la force d'Harry, il ne pourrait pas survivre, et qu'en plus, trop de temps s'était écoulé. Soudain, le chauffeur annonça que le Premier ministre l'appelait. L'homme a décroché et le Premier ministre lui a demandé s'il pouvait parler, ce à quoi il a répondu par l'affirmative et a demandé de quoi il s'agissait. Le Premier ministre lui a demandé s'il avait déjà entendu la nouvelle, puis a déclaré qu'il semblait que la tour démoniaque avait été détruite. Hugo se prit la tête entre les mains et soupira de lassitude, se demandant si cette histoire était en train de se répéter. Puis il a déclaré que si cet homme voulait lui demander de commencer à rechercher Harry, il serait obligé de refuser. Fronçant les sourcils, elle a déclaré que l'homme était décédé ce jour-là et que cet incident avec la tour était très probablement un coup monté par ses fans. Puis il a dit au Premier ministre de ne même pas espérer obtenir plus de voix avec cela, ce à quoi celui-ci a répondu que ce n'était absolument pas le cas. Il a déclaré que si le rapport qui venait d'être transmis au gouvernement sud-coréen était exact, alors un appel avait été passé à ce numéro très récemment. Ne comprenant pas ce qui se passait, Hugo demanda de quel genre de défi il s'agissait. Le Premier ministre répondit que l'appel avait été passé sur le numéro de téléphone personnel de Harry, ce qui fit frissonner Hugo de la tête aux pieds. Il frappa convulsivement le dossier de la chaise du poing et s'exclama, demandant si c'était vrai. Puis, pris de panique, il a ordonné au conducteur d'arrêter la voiture. Les roues s'arrêtèrent brusquement, soulevant un nuage de poussière de la route. Hugo attrapa le téléphone et pensa que c'était peut-être Harry qui l'appelait. En regardant l'écran, il vit qu'il avait déjà 39 appels manqués et un message vocal envoyé. L'homme fixait l'écran de son téléphone, la bouche grande ouverte. Il tapota l'écran de son téléphone pour appeler le numéro qu'il avait appelé récemment. Il restait assis, tendu sur sa chaise, tandis que le téléphone continuait de sonner. Soudain, on répondit à l'appel et une voix sortit du combiné, appelant l'homme par le surnom que Harry lui avait donné. Puis Harry lui a dit en anglais qu'il le retrouverait et le tuerait. Puis il lui a dit adieu avec joie. Hugo resta bouche bée en entendant cette voix. Il réalisa que cette façon de parler était si semblable à celle d'Harry,
se demanda s'il était vraiment vivant, et il hurla, ordonnant au chauffeur de retourner à l'aéroport. Pendant ce temps, Harry était toujours assis dans le même café. Il regarda l'écran du téléphone avec un sourire menaçant et déclara qu'Hugo avait grandi et qu'il osait désormais même ignorer ses appels. Charlie lui demanda qui il appelait avec tant d'insistance, ce à quoi Harry répondit simplement que cela n'avait aucune importance. Et puis il a dit que ce smartphone, comme l'appelait cet homme, était tout simplement incroyable. Harry a déclaré qu'il était entré dans la tour en 2005 et que, maintenant, en 2025, le monde était devenu un bien meilleur endroit. Charlie lui a alors demandé si c'était la première fois qu'il utilisait un smartphone, et il a répondu qu'avec celui-ci, il pouvait se connecter à Internet et même suivre l'actualité. L'homme a jeté un coup d'œil par-dessus son smartphone et a demandé s'il pouvait ensuite regarder les informations concernant Harry. Charlie, en pointant l'écran de son téléphone, a répondu que bien sûr, puisque c'était le sujet de conversation le plus brûlant du moment. Et aussitôt, une multitude d'informations et de publications concernant Harry sont apparues sur l'écran du téléphone. Cependant, tous les commentaires étaient assez négatifs. Certains avaient un peur d'Harry, d'autres ne le respectaient pas et le traitaient de raté. L'homme, en lisant cela, se mit en colère et serra trop fort le téléphone, ce qui fit hurler Charlie de peur. En serrant les dents, Harry s'exclama, demandant qui les avait sauvés de l'homme aux yeux rouges et comment ces saints n'avaient rien fait pour eux et comment il les avait loués. Il expira, se calma et dit qu'il devrait simplement l'ignorer, ce qui était plutôt mignon. En regardant à nouveau l'écran de son téléphone, il vit l'article concernant la révision du testament d'Harry. Celui-ci avait décidé de léguer toute sa fortune à des orphelinats et des établissements d'enseignement en cas de décès. Se souvenant de cela, il esquissa un sourire et dit qu'il espérait que tout l'argent soit parvenu à ses destinataires. Puis il désigna l'écran pour regarder les informations. Mais finalement, les médias ont annoncé qu'Harry avait légué tous ses biens, y compris des reliques, aux saints, dans l'espoir qu'ils en feraient bon usage pour le bien du monde entier. L'homme se mit de nouveau en colère, mais avec une force encore plus grande, si bien qu'il serra le téléphone si fort qu'il se brisa en 1000 morceaux, et il hurla qu'il allait certainement leur arracher leur misérable peau. Charlie s'est effondré au sol à côté des restes de son téléphone, une larme douloureuse coulant sur sa joue tandis qu'il disait adieu à son appareil. Se rassoyant à table, Harry réfléchit à ce qu'il devait faire. Il songea à les prévenir de son retour, mais son apparence était très différente de ce qu'elle était 20 ans auparavant. Et même s'il sortait dans la rue et se mettait à crier qu'il était le même Harry, personne ne le croirait. Il devrait donc torturer chacun des 12 saints séparément, et il devrait descendre jusqu'au fond pendant un certain temps. Soudain, il sentit quelque chose s'approcher de lui par derrière. Un message apparut, l'avertissant qu'il était surveillé, et Harry remarqua qu'il reconnaissait Laura. Il décida de quitter le café, et le remarquant, Charlie lui demanda où il allait, ce à quoi l'homme répondit qu'il allait prendre l'air. Après avoir quitté la pièce, il s'arrêta dans la rue et, en levant les yeux vers le ciel, il put apercevoir de nombreux esprits de toutes sortes. Il s'avéra que c'étaient des avatars sous forme de béliers. En les remarquant, Harry comprit immédiatement qu'il s'agissait d'animaux du signe sacré du bélier blanc. Des témoignages font état de la recréation par ces avatars de la barrière au nom du bélier blanc, neutralisant ainsi l'influence des autres constellations et exigeant un tribut. Serrant le poing, l'homme irrité déclara que même s'il flattait d'eau les entités sacrées, à qui pensait-il bien pouvoir donner des ordres? Mais il entendit alors quelqu'un l'appeler par son nom, ce qui le fit se retourner, toujours irrité. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de quelques personnes, et l'homme a déclaré que tout le monde parlait de ce Harry, et que le bruit de ses bavardages allait bientôt lui être fatal. La femme qui marchait à côté de lui, en lui tenant la main, répondit qu'elle parlait de la même chose, et que cette stupidité était relayée par tous les médias. L'homme, allumant une cigarette, dit avec un sourire que même si sa réputation n'était pas ternie, il était étonné que tout le monde se mette soudainement à s'intéresser à lui. Sur le cardigan de l'homme, un badge doré orné du symbole de la constellation des Gémeaux scintillait. Charlie, qui avait suivi Harry à l'extérieur, remarqua cela et comprit que ces personnes appartenaient à l'escouade de la constellation des Jumeaux. Fronçant les sourcils, l'homme de l'escouade des Gémeaux remarqua quelqu'un qui se dressait sur son chemin. Charlie a crié à Harry de revenir vite et de ne pas provoquer ces gens. Cependant, Harry ne sembla pas l'entendre et resta immobile. L'homme irrité demanda à Harry ce qu'il regardait fixement, puis lui ordonna de déguerpir. Charlie et son ami, en voyant cela, furent complètement abattus
et pensèrent que c'était la fin pour eux. L'homme qui se tenait devant Harry leva la main pour inhaler davantage de fumée de sa cigarette. Puis il a soufflé toute cette fumée directement au visage de l'homme, alors qu'il se tenait pratiquement juste à côté de lui. Remarquant le mécontentement sur le visage de l'homme, le membre de la constellation des Gémeaux lui demanda s'il y avait un problème. Puis il a appuyé son front contre le sien et lui a dit d'un ton provocateur de le frapper s'il avait le moindre problème. La femme qui accompagnait l'homme lui a immédiatement dit de se calmer, sinon il allait se faire dessus. Puis le couple a commencé à passer devant eux en le traitant de lâche. Ils commencèrent à s'éloigner de plus en plus, et l'homme déclara que tous ces idiots fanatiques d'Harry n'étaient pas différents les uns des autres, et la femme le soutint. Puis elle demanda pourquoi ce saint, le plus faible de tous, était si populaire, et si le fait même de le canoniser n'était pas absurde en soi. Et ces questions semblèrent transpercer l'esprit de l'homme. Charlie accourut pour calmer Harry et lui dit qu'il s'était bien comporté et que c'était bien qu'il n'ait pas provoqué les représentants de la constellation des Gémeaux. Mais l'instant d'après, Harry se tourna vers le couple qui s'en allait et leur cria dessus, les traitant de cafards. Le couple se retourna, incrédule, et demanda à nouveau s'il leur parlait. Fou de rage, Harry répondit qu'il leur parlait, puis il fit craquer ses poings. L'homme de l'escouade des Gémeaux fit immédiatement demi-tour et rebroussa chemin rapidement. Il se planta face à face avec Harry, front contre front, et lui demanda d'un ton irrité ce qu'il venait de dire. Puis il a commencé à raconter qu'il n'était qu'un pauvre type pathétique, dépourvu même d'aura magique, mais soudain une main s'est levée au-dessus de sa tête. Harry fit rapidement claquer son doigt sur le front de l'homme, l'envoyant voler. Il s'est encastré dans le mur de la maison d'un mouvement brusque, soulevant un nuage de poussière, et sa femme a hurlé. Charlie et son ami se sont figés de panique en voyant cela. Harry se tenait là, arborant un sourire suffisant, son t-shirt flottant au vent et ses doigts encore fumants. La femme décida qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart, et elle décida donc d'utiliser son pouvoir, ce qui transforma son corps en lumière blanche. Une seconde plus tard, elle se trouvait derrière Harry, mais il la remarqua immédiatement et lui demanda si elle pensait vraiment qu'il ne la remarquerait pas. Puis d'un autre clic, il envoya la femme voler, la faisant s'écraser contre le mur d'un autre bâtiment. Se touchant le visage de la main, il les traita doucement de ratés. L'ami de Charlie s'est exclamé qu'utiliser la magie en pleine rue était strictement interdit. Ce à quoi Harry répondit que s'il avait utilisé la magie, il ne resterait plus une seule place parmi ses perdants. Ce à quoi Charlie et l'homme furent surpris de penser que Harry avait mis hors d'état de nuire 2 Templiers de rang A par la seule force brute. Harry remarqua soudain quelque chose et baissa légèrement la tête. Puis il s'est accroupi pour se rapprocher de l'homme qu'il avait assommé. Il ramassa avec précaution le médaillon qui pendait autour du cou de l'homme. Puis d'un geste brusque, il l'arracha. Puis il a dit que c'était exactement ce qu'il avait ressenti en frappant l'homme, et il a demandé si c'était une relique. Après avoir examiné le médaillon de plus près, il demanda où ces gens avaient obtenu la relique, car seuls les saints étaient censés en posséder. En guise de réponse, Charlie a demandé à l'homme s'il ne savait vraiment absolument rien. Il a ensuite expliqué qu'il y a plusieurs décennies, l'humanité avait été pratiquement anéantie, mais que grâce à des êtres sacrés et aux constellations qu'ils avaient choisies, les hommes avaient réussi à survivre à cette catastrophe. Cependant, 12 personnes seulement ne pouvaient pas protéger ce vaste monde entier, alors elles décidèrent de commencer à rassembler des adeptes, que l'on appelle aujourd'hui des branches. Ceux qui recevaient une partie du pouvoir des saints commencèrent à être appelés Templiers, et ces personnes furent ensuite divisées en grades selon leur niveau de pouvoir. D'abord les saints, puis les cardinaux, puis les évêques, et enfin les Templiers. La principale source de force des Templiers est leur foi, ce qui explique la concurrence intense entre les branches et l'attrait pour de nouveaux adeptes. Ainsi, les Templiers élus reçoivent de temps à autre des reliques d'entités sacrées. En entendant cela, Harry pensa que les choses avaient beaucoup changé en 20 ans. Mais soudain, l'homme lui fit remarquer quelque chose. Il s'avéra que les avatars qui auparavant flottaient simplement dans les airs étaient maintenant tous rassemblés autour de l'homme. Des témoignages font état d'avatars de la richesse et de l'avidité, associés à la constellation blanche du Bélier, se réjouissant de cette situation et exigeant que l'homme règle rapidement le problème avec le couple, promettant en échange une récompense à la hauteur de ses efforts. L'ami de Charlie, la bouche grande ouverte, lui annonça qu'Harry avait attiré l'attention des avatars. Ces avatars étaient comme des reflets des êtres sacrés eux-mêmes, et se dresser sur leur chemin revenait à défier les dieux eux-mêmes.
L'homme s'écria qu'ils devaient se dépêcher et faire ce qu'on leur demandait. Mais Harry se contenta de rire. Il claqua de nouveau des poings et déclara qu'il comprenait maintenant pourquoi il avait ressenti cette aura puante du bélier si présente, et qu'il s'avérait qu'ils avaient l'intention de se remplir le ventre, tout comme ce cochon. Harry mit les mains dans ses poches et fit un pas en avant, déclarant qu'au final, rien n'avait changé. Il frappa violemment le sol du pied, ce qui provoqua la fissure de la pierre. Et tout autour commença à se remplir de l'aura turquoise de Harry. Cette aura commença à attaquer les avatars du bélier, les faisant pousser des cris de douleur. Une lumière vive illumina tout autour, obligeant Charlie et son ami à se couvrir les yeux avec leurs mains. Puis la barrière des avatars a commencé à disparaître lentement. Et bientôt, il n'en restait presque plus rien, et Harry dit qu'il se pavanait quoi qu'il arrive, même s'il n'était que de bon à rien. Charlie regarda autour de lui avec surprise, n'arrivant pas à croire que la constellation blanche du bélier s'était retirée. En regardant à nouveau Harry, il pensa que cet homme n'était pas une personne ordinaire. Harry appela Charlie par son nom, et celui-ci accourut aussitôt pour répondre. Puis il a de nouveau demandé à l'homme s'il avait dit que ce couple appartenait à la branche des jumeaux. L'homme répondit que c'était vrai, et que dans leur pays, la branche double avait la plus grande influence. Il s'agissait d'un groupe d'élite qui avait rassemblé les 2 tiers de toutes les grandes entreprises. Harry demanda alors si cela signifiait qu'ils avaient beaucoup d'argent. Il afficha un sourire menaçant et demanda, ajoutant alors que leurs vêtements devaient également être chers. L'homme s'abaissa de nouveau vers l'autre et commença à se déshabiller, disant qu'il était temps pour lui de gagner de l'argent. Au bout d'un certain temps, tous les trois arrivèrent dans une maison. Pointant du doigt une des fenêtres, Charlie dit qu'il habitait au 2e étage, et son ami répondit que sa porte était juste à côté. Charlie s'inclina devant Harry et le remercia de leur avoir sauvé la vie et même de les avoir raccompagnés chez eux. Cependant, il n'y eut aucune réponse. Alors le garçon ouvrit prudemment un œil. Bâillant, Harry leur demanda s'ils allaient entrer, car il avait déjà sommeil et tenait des vêtements dans ses mains, tandis que Charlie pensait avec indignation que ce type avait décidé de passer la nuit avec eux. Mais l'homme a quand même laissé entrer le type, qui s'est rapidement déshabillé, et des mèches de cheveux noirs ont volé sur le sol. Harry, les cheveux désormais courts, se tenait devant le miroir, les mains sur les hanches. Puis il se regarda dans le miroir et sourit. Charlie, voyant sa nouvelle coupe, leva le doigt et déclara avec admiration que la coupe courte lui allait très bien. Il s'exclama que l'homme avait encore plus de style maintenant, ce qui mit Harry un peu mal à l'aise et le fit détourner le regard. Il eut un sourire en coin en repensant à la façon dont, par le passé, à cause des effets secondaires de ses pouvoirs, il chérissait chaque cheveu, mais qui aurait cru que maintenant, cela ne le dérangerait pas du tout. Mais soudain, il entendit un bruit et fronça les sourcils. Il s'agissait en fait d'un moustique, et l'homme demanda ce que cet appât avait bien pu oublier dans l'appartement. D'un mouvement brusque, il le saisit et le serra fort. Lorsqu'il retira sa main, les restes de l'attractif tombèrent au sol, et Charlie leva un autre doigt en déclarant que même les experts n'y parvenaient pas. Puis, lorsqu'il commença à en attraper de plus séduisantes, il leur demanda pourquoi elles étaient si attirées par lui, ce à quoi l'homme répondit que peut-être était-elle attirée par son odeur. Mais Harry, en regardant autour de lui, a dit que cela arrivait généralement quand quelque chose ne allait pas dans la maison. Son regard s'arrêta sur une étagère remplie de toutes sortes de choses, et il se dit que maintenant, il comprenait clairement pourquoi ces créatures affluaient ici, et qui bien pourrait garder de telles abominations chez soi. Charlie a affirmé avoir reçu toutes ces choses personnellement de la constellation jumelle. L'homme a déclaré que ces objets ne lui appartenaient pas, mais que le saint les avait bénis, mais soudain quelque chose a coupé la statuette. Le garçon s'effondra sur les débris, pris de panique, et Harry regarda sa main avec dégoût. Il prit ensuite le masque entre ses mains et déclara que cet objet était destiné à la surveillance de l'acheteur. Continuant à fouiller les boîtes, il jeta tous les objets, tout en décrivant leurs effets, qui étaient néfastes. L'homme demanda si ces saints ne s'étaient pas seulement approprié sa propriété, mais avaient également commencé à vendre des marchandises aussi répugnantes. L'homme se mit très en colère et déclara d'un ton irrité que cette simple pensée le rendait furieux. Il a crié à l'homme de tout jeter, et à ce moment-là, quelqu'un qui se tenait devant la porte a entendu tous ces cris. Charlie tentait désespérément de subtiliser au moins un objet à l'homme, lorsque soudain la porte s'ouvrit, et un homme aux cheveux roux apparut sur le seuil de l'appartement. Harry demanda qui était cet homme, et Charlie commença à transpirer à grosses gouttes et murmura son nom, l'appelant Scott. Le visage de Scott s'assombrit et il demanda à nouveau qui il était. Puis il répondit lui-même qu'il était le propriétaire de cet appartement,
et soudain son aura bleue jaillit. En entendant cela, l'homme se calma immédiatement, et tout l'appartement était sans dessus-dessous, jonché d'objets brisés. Pendant ce temps, Victor était déjà à son domicile. Sous le choc, il a de nouveau demandé pourquoi les avatars coréens avaient disparu. Le subordonné, agenouillé devant l'escalier, répondit que c'était effectivement le cas et que cela avait provoqué beaucoup de remous en Corée. Victor, les dents serrées, se demanda qui avait bien pu faire une chose pareille. Il pensait que les avatars étaient des représentants directs d'entités sacrées et que par conséquent, seule une personne exceptionnellement forte pouvait les disperser. L'homme a ordonné à son subordonné de contacter les autres saints et de leur demander si elle avait quelque chose à voir avec cela. Le subordonné répondit qu'il comprenait, mais que le tireur n'avait pas donné de nouvelles depuis longtemps, ce à quoi l'homme répondit que ce n'était pas un motif d'inquiétude, puisque Hugo avait prévenu qu'il allait obtenir un nouveau poste au Royaume-Uni. Le subordonné a ensuite déclaré qu'ils avaient été informés qu'à son arrivée à l'aéroport britannique, il avait immédiatement pris une autre correspondance. Cela fit se retourner Victor, qui demanda où allait l'homme. On lui répondit alors qu'Hugo était parti en Corée du Sud. Victor réfléchit en se frottant le menton de la main. Il pensait qu'Hugo était en bons termes avec Harry. Ses actes pourraient-ils donc être liés aux larmes versées pour le retour de ce salaud? Se pourrait-il qu'il ait réellement survécu? L'homme jura à voix basse et s'empara du candélabre. Puis il a crié que tout cela n'était que des absurdités ridicules et a jeté le candélabre au sol, que son subordonné a à peine réussi à esquiver. Victor lui a crié de lui faire un rapport plus clair, puis il a demandé ce qu'il y avait d'autre. L'homme répondit qu'un templier de la branche, inconscient, avait été retrouvé à l'endroit où les avatars avaient disparu. Il était allongé au milieu de la rue, vêtu seulement de son sous-vêtement. Et selon des témoins, il s'était déjà battu auparavant avec un beau jeune homme. Victor s'est focalisé sur le mot « beau » et a alors supposé que ce ne pouvait pas être Harry, puisque son visage était couvert de cicatrices. Il pensait de toute façon que les choses n'allaient pas très bien se passer, et il était fort possible qu'il ait réussi à s'en sortir vivant. Pour une raison inconnue, les avatars coréens ont disparu, et pire encore, ils n'ont pas réussi à tuer la reine araignée. Victor serra le poing, pensant qu'à ce rythme, sa position pourrait être compromise. Puis il ordonna que son avion soit prêt, ce à quoi son subordonné leva la tête et lui demanda s'il allait vraiment s'y rendre en personne. L'homme répondit par l'affirmative et déclara qu'il voulait tout voir de ses propres yeux. Il attrapa un manteau qui traînait à proximité, le brandit et le jeta par-dessus ses épaules. Il fronça les sourcils et déclara qu'il devait absolument voir de ses propres yeux tout cet enfer qui se déroulait en Corée, puis il s'avança en allumant un cigare. Entre-temps, le membre de la famille des 2 enfants a été transporté à l'hôpital des 2 enfants en Corée. L'homme était allongé sur le lit, des capteurs fixés sur sa poitrine, et il portait un masque respiratoire sur le visage. Un vieil homme s'approcha du lit de l'homme. Ses cheveux étaient à la gris, son crâne presque chauve et son visage marqué par l'âge. Le vieil homme s'exclama, demandant qui avait osé faire du mal à son petit-fils. Comme personne ne lui répondait, il se tourna vers l'homme qui se tenait contre le mur, et celui-ci lui dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. L'homme répondit que le saint de la constellation des Gémeaux l'avait envoyé précisément pour régler cette affaire. Cet homme s'appelait Mike et était un templier de classe S de la branche des Gémeaux. Pendant ce temps, Harry et Charlie racontèrent tout à Scott, qui leur demanda à nouveau s'ils s'étaient vraiment rencontrés dans la tour démoniaque. Il continua à poser des questions sur les événements, visiblement incrédule, et Charlie se contenta d'acquiescer paniqué, la sueur ruisselant sur son visage. Scott lui a crié d'arrêter de lui mentir. Et d'ailleurs, cet homme avait détruit tous ses artefacts, ce à quoi Harry a répondu qu'ils étaient de toute façon des faux. L'homme a demandé à l'autre de quelle branche il était issu, ce à quoi l'homme lui a demandé s'il pensait vraiment avoir besoin de quelque chose comme ça. Alors, Scott, irrité, lui demanda en quel dieu il croyait, ce à quoi Harry répondit qu'il n'avait pas besoin de ces 12 idiots. L'homme a demandé son grade, auquel il n'a pas non plus reçu de réponse normale, alors il a décidé de demander son nom. L'homme, lui aussi irrité, répondit que son nom était Harry. Scott ne supportait plus cette irritation, et Charlie s'empressa de le calmer. L'aura bleue du garçon tourbillonnait autour de lui, et il raconta que l'homme s'était introduit par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission et avait détruit toutes les reliques. La lumière de l'aura devint encore plus intense, et une silhouette apparut au-dessus de sa tête, tandis qu'il s'exclamait que ce salaud osait encore se faire appeler le grand Harry. Charlie a rappelé Scott en lui criant de ne pas détruire leur appartement. Une alerte a été lancée.
Une manifestation magique d'un disciple des jumeaux avait été détectée, et Harry a déclaré que ce type semblait déterminé à détruire cette maison. L'homme activa alors l'une de ses nouvelles compétences, le regard de Dieu. Puis des informations ont fait surface selon lesquelles Scott était un disciple des jumeaux de rang A, que son surnom était coup écrasant. Des informations sont apparues sur ses compétences et ses traits de personnalité, et le plus important était son trait génie, grâce auquel l'effet de l'entraînement était de 200%. Harry pensait qu'à un si jeune âge, le garçon possédait déjà des compétences de haut niveau. Ce trait de génie n'était manifestement pas une simple coïncidence. Une silhouette apparut au-dessus de la tête du garçon et poussa un cri strident, faisant briller ses yeux d'un bleu intense. Tentant de se défendre, Charlie cria à l'homme de courir aussi vite que possible, car Scott était un templier de haut rang et aussi un fanatique d'Harry. Scott a alors demandé au type s'il était fou, puis lui a dit de s'écarter de son chemin s'il ne voulait pas se faire tirer dessus. Mais soudain, l'homme apparut derrière lui avec un sourire narquois et déclara que le type jouait avec le feu, avec une telle fureur qu'il risquait de se faire pipi dessus. En entendant sa voix derrière lui, l'homme se retourna aussitôt. Mais lorsqu'il le fit, l'homme l'envoya immédiatement valser d'un coup sec. Scott s'effondra au sol, son aura bleue s'estompant, et l'homme déclara qu'à ce rythme, cet idiot aurait incendié non seulement son propre appartement, mais toute la maison. Charlie a paniqué et a demandé si tout allait bien, ce à quoi Harry a répondu avec un sourire que tout allait bien. Cependant, cela ne convainquit pas complètement le garçon, qui regarda son ami d'un air incertain. Pendant ce temps, Scott gisait inconscient sur le sol, avec une énorme bosse sur le front et de la mousse à la bouche. Harry alla dans sa chambre faire une sieste, et Charlie commença à ralentir Scott pour le réveiller. L'homme entra dans une des pièces et referma lentement la porte. Puis il resta bouche bée, s'arrêtant à la porte et regardant autour de lui. La table était entièrement recouverte de figurines d'Harry Potter. L'homme, le visage assombri, demanda ce que c'était, ce à quoi Charlie répondit qu'il avait dit que Scott était obsédé par Harry, et le garçon, maintenant réveillé, lui demanda de faire attention aux figurines. Mais l'homme en cassa aussitôt un, disant qu'il l'irritait et qu'il devait donc au moins en arracher la tête. Charlie a essayé d'entraîner son ami hors de la pièce tout en hurlant à l'homme qu'il était un putain de psychopathe, ce à quoi l'homme a répondu qu'il était Harry et non un putain de psychopathe. Scott hurlait hystériquement, les larmes ruisselant de ses yeux et le nez coulant, son visage déformé par la douleur. Pendant ce temps, quelqu'un était assis dans un café en Corée. Selon les informations relayées par les médias, hier après-midi, 2 membres de la famille Gemeller ont été agressés par un homme dont l'identité n'a pas encore été établie, dans le but avoué de voler des objets. Hugo, qui était assis à table, se couvrit le visage de la main, pensant que c'était forcément l'œuvre d'Harry. Et à quoi pensait-il? La serveuse s'est approchée de l'homme et, avec un sourire, lui a demandé s'il était prêt à commander. Mais l'homme, irrité, lui a dit que Victor ferait mieux d'arrêter ce cirque et de déguerpir. Victor, dans le corps de la serveuse, répondit avec un sourire qu'il avait compris trop vite et que par conséquent, ce n'était pas intéressant. Il a ensuite dit qu'il n'avait pas pu le contacter depuis longtemps et qu'il était donc heureux de le revoir. Il s'appuya sur l'épaule de l'homme et lui dit que, vu son arrivée précipitée en Corée, il était venu à cause de Harry et qu'il devait donc tout lui raconter. Hugo claqua des doigts et déclara que c'était précisément pour cela qu'il détestait ce pervers qui volait les corps des gens. Le corps de la jeune fille tressaillit en réaction et elle reprit ses esprits. Puis confuse, elle a demandé ce qu'elle venait de faire. L'homme frappa du poing sur la table, pensant qu'il devait rejoindre Harry le plus rapidement possible. Le lendemain, Charlie et Scott sont allés à l'hypermarché. Charlie a demandé à son ami si cet homme pouvait vraiment être Harry, ce à quoi celui-ci a répondu qu'il avait une apparence complètement différente. Et là, il a crié qu'Harry était lui aussi un héros de l'humanité, qu'il ne pouvait pas être un tel plouc. Ce à quoi l'homme répondit qu'il l'avait certainement vu quitter la tour démoniaque et que sa force était incroyable. Mais Scott répondit avec assurance une fois de plus que cela était impossible, car son père le lui avait dit, puis il s'empressa d'étouffer l'affaire. Soudain, quelqu'un a crié qu'il y avait un voleur ici, et les gars se sont arrêtés, regardant autour d'eux. Et puis soudain, quelque chose les a renversés et a fait basculer leur chariot. Il s'est avéré que c'était le même voleur. En tombant au sol, Charlie remarqua qu'il était très rapide, ce qui signifiait qu'il appartenait à la branche du Scorpion, et son ami lui dit qu'il gaspillait son énergie à faire de mauvaises actions. Le voleur se mit à courir rapidement de tous côtés, dérobant tout ce qu'il pouvait. Le voleur pensait que ces misérables Templiers ne pourraient jamais le rattraper.
Il serra les dents, pensant qu'il avait déjà gagné assez d'argent et qu'il était donc temps pour lui de partir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, quelqu'un le frappa au ventre, l'arrêtant net. Le coup fit ouvrir grand les yeux de l'homme, qui devinrent rouges, et de la bave commença à couler de sa bouche. Il s'est avéré que c'était Harry, et Charlie lui a demandé ce qu'il faisait là, ce à quoi il a répondu qu'il avait oublié de leur dire d'acheter du poulet. Alors quelqu'un fit remarquer à l'homme qu'il était très doué, puisqu'il avait réussi à attraper un membre de la branche des scorpions, compte tenu de leur vitesse. Il s'est avéré que c'était Mike, et il a dit que l'homme n'était qu'un simple suiveur, et que par conséquent, il vaudrait mieux appeler la police la prochaine fois. Harry regarda l'homme et se demanda quel genre d'homme il était. Mais l'instant d'après, tout trembla derrière eux, ce qui fit que les hommes se détournèrent l'un de l'autre. Les autres clients de l'hypermarché ont également eu peur à cause de ces secousses. Le voleur, qui avait repris ses esprits, pensa que c'était une excellente occasion de s'échapper. Puis il s'est précipité vers les portes. Il pensait qu'il aurait pu être arrêté à cause de cet étrange homme, mais le tremblement de terre lui a été bien utile. Mais soudain, il remarqua que le sol devant lui commençait à se fissurer. Il parvint à s'arrêter et l'instant d'après, un énorme monstre sous forme de 1000 pattes surgit du sol. Le voleur leva la tête et demanda pourquoi l'appât se trouvait dans la zone verte. Il recula d'un pas, pensant qu'il devait partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Puis il a sauté très haut dans les airs. L'homme sourit, pensant que même si cette créature était forte, il était impossible qu'elle puisse le rattraper. Mais à ce moment précis, la gueule grande ouverte d'un monstre apparut à côté de l'homme, le figeant sur place. Le monstre dévora l'homme, puis celui-ci s'effondra au sol, et la foule ne put qu'assister impuissante à la scène. Et comme on l'a découvert, quelqu'un était assis sur le dos du monstre. La reine araignée regarda froidement la foule en contrebas de ses yeux rouges. Un message diffusé par les haut-parleurs annonça qu'une urgence s'était produite. Un porteur de malheur était apparu dans l'hypermarché et tout le monde devait retourner immédiatement dans le bâtiment. Pendant ce temps, le monstre se précipita sur la foule qui fuyait en panique pour retourner au bâtiment, et une voix annonça qu'en raison de l'invasion de la reine araignée, cette zone devenait rouge. L'alarme retentissait toujours. Les gens paniquaient et tentèrent de fuir, et un petit garçon s'arrêta au milieu de la route, pleurant à chaudes larmes. La gueule du monstre s'ouvrit grande, et il s'apprêtait à dévorer cette proie facile. Mais avant cela, Harry atterrit sur la tête du monstre. Le garçon se figea, fixant son sauveur, son corps tremblant légèrement, et Harry lui dit qu'il devrait faire plus attention. L'homme lui tendit la main avec un sourire, les yeux brillants d'une lueur turquoise, et lui demanda s'il était blessé. Mais l'instant d'après, le garçon s'est précipité en avant, fuyant son sauveur. L'homme s'éclaircit la gorge d'un air gêné et déclara que le garçon semblait aller bien. Se levant, il demanda ce que ce géant faisait là. Les monstres se jetèrent sur l'homme, puis un serpent turquoise commença à se former à côté de lui. La tête du serpent apparut à côté de lui, et l'homme demanda comment il pourrait enfin s'amuser pour la première fois depuis longtemps. Pendant ce temps, la voiture noire roulait rapidement sur la route. Victor, qui était assis dans cette voiture, a demandé à son subordonné de répéter. Le subordonné répéta que les créatures porteuses de malheur apparaissaient au milieu de l'hypermarché, ce à quoi l'homme lui demanda de répéter le nom de cette créature. Il ajouta qu'ils avaient été informés qu'il s'agissait de la reine araignée. En entendant cela à nouveau, Victor repensa à leur échec lors du raid et au fait qu'il avait à peine réussi à apposer le sceau. S'était-elle déjà échappée? Serrant le poing, il pensa qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de vaincre seul le monstre de classe rouge. Après l'apparition des papiers peints porte-malheur, les lieux ont commencé à être divisés en 6 classes selon le niveau de danger, la zone bleue étant un lieu béni. La zone verte est une zone sûre. La zone jaune est une zone de léger danger. La zone orange est une zone de monstres qui représente une grave menace pour la vie. Et la zone rouge est la zone où se sont rassemblés des monstres mortels. La zone noire est une zone où la vie est impossible. Depuis l'apparition de la reine araignée dans les hypermarchés, cette zone est désormais considérée comme rouge. Le chauffeur de Victor lui a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Après un court silence, l'homme répondit qu'il fallait tout sceller. Il pensait que personne ne devait rien savoir. Si le public apprenait l'échec du dernier raid, leur réputation en serait ruinée. Prise d'une légère panique, Victor ordonna à son subordonné de leur annoncer qu'il ne pouvait plus sauver les personnes à l'intérieur et d'envoyer les Templiers boucler complètement le bâtiment. Pendant ce temps, des gargouillis continuaient d'être entendus dans l'hypermarché. Les monstres continuaient d'avancer en de nombreuses hordes. Mike mit ses mains devant lui et tout autour de lui fut illuminé par une lumière froide
et il expira de la vapeur par la bouche. Il s'abaissa jusqu'au sol et le toucha de ses mains, ce qui le fit geler, et cette glace se dirigea vers les monstres. La glace atteignit les monstres, et ils se retrouvèrent enchaînés par elle. L'homme, essuyant la sueur de son visage, leur dit de ne surtout pas les sous-estimer. Mais l'instant d'après, une fissure apparut dans la glace. Puis dans un rugissement furieux, le monstre brisa sa cage de glace. Pris de panique, Mike se demanda comment ils avaient réussi à le faire si facilement. Mais soudain, Harry apparut devant lui, des boîtes de conserve à la main. Mike se demandait quand cet homme était parvenu à venir ici. Jetant une des canettes, Harry dit avec un sourire narquois que ces salauds devaient avoir vraiment faim pour avoir décidé de se repaître de gens. Puis il fit rapidement un geste de la main. Et tous les vases qu'il tenait à la main volèrent en direction des monstres. Cependant, cela n'a fait qu'attiser la colère des monstres. Mais soudain, quelque chose coupa le monstre en deux. Harry se précipita en avant, tranchant les monstres qui se trouvaient sur son chemin. Et il cria, leur demandant s'ils savaient sur qui il parlait. Les yeux de l'homme brillèrent d'un vert intense, tandis que les corps des monstres s'écrasaient au sol, et il déclara que les foules ordinaires devraient connaître leur place. Scott et Charlie restèrent bouche bée. Soudain, un message apparut devant le visage de l'homme, indiquant qu'il avait détruit l'attracteur. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles il aurait augmenté son EXP de trône divin et obtenu un matériau consommable. Un éclat étincelant apparut sur la main de l'homme, accompagné d'un message indiquant que les consommables pouvaient être utilisés pour créer de nouvelles compétences et reliques. Serrant l'éclat dans sa main, l'homme pensa que malgré la pénalité de 50% sur ses capacités physiques, se déplacer ne semblait pas si difficile et qu'il pourrait même utiliser plus d'énergie qu'auparavant. Mike pensait qu'il était impossible pour un homme de détruire facilement des monstres de classe S, que même lui ne pouvait arrêter. Harry s'est approché de Scott pour lui rendre le couteau qu'il avait pris chez lui. Mike ne le quittait pas des yeux et se demandait d'où il venait. Mais soudain, il se souvint de quelque chose. Puis il interpella Harry en le traitant d'amateur, et celui-ci tourna la tête. Puis il s'est écrié qu'il était le même homme qui avait attaqué leurs partisans, et Harry, en entendant cela, frissonna. Et il se souvint aussitôt du couple qu'il avait récemment battu. Mais il a alors frappé l'homme au visage en lui disant de se taire. Sous le coup, Mike s'écroula au sol et son corps trembla légèrement. Harry lui demanda comment il avait deviné. Mike s'exclama de nouveau, lui demandant comment il avait pu ne pas le reconnaître. Puis il a fait remarquer que l'homme avait enfilé les vêtements et porté l'insigne de celui qu'il avait battu. Et il a déclaré que cet insigne était une relique de rang S, réservée aux Templiers de la branche jumelle. Puis il s'écria qu'il était sûr que toute la force de cet homme était cachée dans cet insigne. Et Harry, dégoûté, l'enleva lui-même et demanda comment cette chose immonde avait pu se retrouver sur lui. Puis il a serré l'insigne entre ses doigts, détruisant ainsi l'abomination. En voyant cela, Mike s'est mis encore plus en colère. Harry s'épousta les mains et déclara que la relique n'était rien de plus qu'un objet de décoration et qu'il n'arrivait pas à croire que ces salauds n'avaient pas changé d'un iota en 20 ans. Mais soudain, le cri furieux d'un monstre retentit à côté d'eux. Harry prit immédiatement un air sérieux et regarda dans la direction du bruit. Charlie regarda lui aussi dans cette direction et désigna quelque chose du doigt tremblant. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la reine araignée, chevauchant un monstre et poursuivant des gens. Alors les hommes se raidirent, et le corps d'Harry fut enveloppé d'une lumière verte. Puis cette lumière devint encore plus brillante, et des courants d'air se rassemblèrent autour d'elle. Et une seconde plus tard, il se précipitait déjà en avant. Il se précipita droit vers la reine araignée. S'approchant en volant, il leva la main et frappa la tête du monstre sur lequel la reine était montée. Sous ce coup, le monstre s'écroula aussitôt au sol, brisant le revêtement de pierre. Les gens se retournèrent, paniqués, en entendant le bruit fort. Mike regardait aussi ça, mais il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Il lui semblait complètement insensé que cet homme se précipite sur ce monstre sans aucune relique sur lui. Soudain, une voix parvint à ses oreilles, appelant à l'attention de tous les Templiers de la branche des Gémeaux. Scott et Mike, qui avaient entendu la voix, ont immédiatement compris qu'il s'agissait de l'évêque Simon. Simon a dit à Scott et Mike de quitter immédiatement ce bâtiment. Il a déclaré que les membres de la branche d'Aries avaient l'intention de sceller complètement le bâtiment. Il a dit que Victor était déjà en route et qu'il ne pouvait pas l'arrêter, et qu'en plus, même un saint ne pourrait pas venir à bout de la reine araignée. C'est pourquoi ils ont décidé de se débarrasser complètement de cet endroit, car les saints auraient des ennuis si les gens découvraient leur échec. Il a demandé à Mike s'il avait le don de se téléporter, puis il lui a dit d'emmener Scott et de partir de là.
Le regard de l'homme se mit à parcourir nerveusement les alentours du bâtiment. Des personnes ont été blessées et certaines pouvaient à peine se déplacer seules. Tout était presque réglé, mais les monstres continuaient de sortir de la crevasse. Et seul Harry continuait à combattre la reine araignée. Le corps de l'homme se mit soudain à trembler. Simon lui a demandé s'il y avait un problème à ce qu'ils partent ensemble. Avec une expression ahurie, Mike a répondu qu'il n'y avait aucun problème. Scott s'écria, demandant de quoi il parlait. L'aide extérieure était manifestement insuffisante. Ne comprenait-il pas à quel point ils étaient dans une situation désespérée? Il lui demanda s'il voulait vraiment laisser tous ces gens mourir. Après un court silence, l'homme répondit qu'il comprenait tout. Mais que penseront les gens lorsque la reine araignée apparaîtra en plein centre-ville? En entendant cette question, l'homme se figea et la reposa. Mike a répondu que les gens commenceraient alors à reprocher aux branches des constellations, que leur foi s'affaiblirait et que, de ce fait, leur pouvoir serait également ébranlé. Il sortit son téléphone et dit qu'il ne pouvait emmener qu'une seule personne avec lui, et que Scott l'accompagnerait, puisqu'il avait reçu l'ordre de le sauver. Scott s'est écrié qu'il ne pouvait pas laisser son ami mourir ici, et qu'en plus, beaucoup de gens n'avaient pas encore eu le temps d'évacuer. L'homme serra les dents et déclara que ce n'était pas le moment de céder à ses caprices. Il a dit qu'il ne souhaitait pas mourir ici à cause d'un imbécile incompétent comme lui, et la main de l'homme a commencé à se transformer en glace. La vapeur qui s'échappait de la glace tourbillonnait autour de lui, et il a dit qu'il devrait éliminer toute la cargaison supplémentaire pour que le type n'ait pas vraiment le choix. Ces mots mirent l'homme en colère, et une lumière bleue apparut autour de lui. L'homme se leva, et des éclairs de lumière bleue jaillirent autour de lui. S'approchant, Mike lui demanda s'il allait vraiment se battre contre lui. Il a déclaré qu'ils étaient à des niveaux complètement différents et qu'il devait mettre de côté sa conscience tourmentée et prendre une décision rationnelle. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, quelque chose le frappa dans le dos. Il s'avéra que c'était la patte d'un monstre qui clouait maintenant l'homme au sol. Harry atterrit à côté d'elle sur le sol et se demanda pourquoi ils étaient encore là. Il a dit que l'endroit était dangereux et qu'il devait donc partir rapidement. Charlie a interpellé l'homme joyeusement et Scott a dit que les remorqueurs avaient bloqué la sortie, donc il ne pouvait pas sortir d'ici. L'homme a dit qu'il devrait utiliser soit le téléporteur, ou détruisait tous les monstres présents. En regardant autour de lui, l'homme remarqua qu'il y avait actuellement de nombreux blessés dans le bâtiment. Et les membres de la branche du bélier ont décidé de sceller l'ensemble du bâtiment. En réponse, Harry jura, disant que ce n'était qu'un mal de tête persistant, et Mike commença à sortir des décombres en gémissant. D'un mouvement brusque, il se leva en dispersant les débris autour de lui, puis il cria à Harry de venir à lui. Harry a dit qu'il pensait que l'homme avait déjà pris la fuite à toute vitesse, ce à quoi l'homme lui a crié de se taire. Mike a saisi le téléphone et a crié qu'il verrait bien qui sortirait vivant d'ici, et que peut-être lui pourrait s'en sortir seul. Mais avant qu'il puisse appuyer sur le bouton pour se téléporter, une toile d'araignée apparut derrière lui. Finalement, c'est la reine araignée qui a lancé une toile sur l'homme et l'a attrapé. Mike se retourna en panique et jura à voix basse. Le monstre tira alors sur sa toile, projetant l'homme dans sa gueule. Le téléphone lui échappa des mains et heurta le sol avec un bruit sourd. Harry, sans hésiter une seconde, se tourna vers les garçons qui se tenaient derrière lui. Se retournant, il leur dit de s'occuper des blessés, qu'il réglerait tout sur place et qu'il les rejoindrait ensuite. Une lumière verte enveloppa son corps lorsqu'il déclara que cela ne prendrait pas longtemps. Pendant ce temps, la barrière ramifiée du bélier continuait d'encercler le bâtiment. Victor était déjà arrivé sur les lieux et il a interrogé son subordonné sur la situation actuelle. Celui-ci lui a répondu que leurs hommes avaient déjà pratiquement bouclé l'hypermarché, le bâtiment était bouclé. Victor demanda si les travaux n'avançaient pas trop lentement, étant donné qu'ils avaient commencé bien avant son arrivée. Les êtres qui avaient créé la barrière, à l'origine de cette ramification, demandèrent pourquoi la protection ne tenait pas correctement, comme si quelque chose était sur le point de la franchir. Et à ce moment précis, une lumière vive illumina tout le bâtiment. Cela provoqua un vent violent, et les subordonnés de Victor commencèrent à défendre leur commandant. Et l'instant d'après, un énorme serpent turquoise jaillit du bâtiment. Victor s'exclama, demandant ce qui se passait ici, d'où venait le serpent. Les gens sont sortis de l'hypermarché en hurlant de peur. La foule fut accueillie par les subordonnés de Victor, et elle cria à l'aide, affirmant qu'un homme seul se battait avec la reine. En entendant cela, Victor se demanda de quoi il parlait, car même lui seul n'était pas capable de contenir de tels monstres. Puis il s'avança et déclara qu'il allait voir de ses propres yeux
Ce à quoi ses subordonnés répondirent en s'exclamant que c'était dangereux. Mais cela n'arrêta pas l'homme. Et l'instant d'après, une rafale de vent se leva, et la silhouette de l'homme devint floue. Victor sauta brusquement, prit appui sur les murs du bâtiment et se redressa. Il a sauté par l'une des fenêtres brisées. Levant la tête, il vit quelque chose qui le choqua et il jura à voix basse. En réalité, ce qu'il vit était le corps sans vie de la reine araignée. Le visage de l'homme se crispa d'effroi, tandis qu'il se demandait qui avait bien pu faire une chose pareille. En regardant autour de lui, il remarqua qu'il y avait un véritable massacre. Il se demanda ce que c'était, si quelqu'un chassait délibérément la reine araignée. Se tenant la tête, il a dit que son mal de tête empirait à chaque seconde et qu'il avait déjà assez de problèmes. Soudain, il ressentit une énergie familière et regarda sur le côté. Guidé par cette énergie, l'homme courut à la fenêtre pour voir à qui elle appartenait. En regardant par la fenêtre, il aperçut une silhouette familière et se demanda ce que ce salaud faisait là. Il s'est avéré que ce salaud était Hugo, qui était déjà arrivé en Corée. Il posa un pied sur le bord et se demanda si tout cela pouvait être l'œuvre d'Hugo. Alors, cela aurait un sens. Mais soudain, une voix s'éleva derrière lui, lui demandant s'il lui avait manqué, et cela fit frissonner l'homme. Harry apparut derrière lui, les yeux pétillants, lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui demanda, avec un sourire narquois, ce que signifiait cette expression, puisqu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps. Victor se retourna aussitôt pour regarder l'autre, mais il était trop choqué pour parler. Entre-temps, les secouristes sont arrivés à l'hypermarché et ont commencé à évacuer les personnes présentes. Et Charlie et Scott étaient assis par terre, enveloppés dans des couvertures. Scott se demandait si cet homme pouvait vraiment être Harry, car même s'il avait une apparence différente, ses mouvements étaient indéniablement similaires. Soudain, quelqu'un a crié le nom de Scott. Finalement, c'est Hugo, à bout de souffle, qui a demandé à l'homme ce qu'il faisait. Se détournant de l'homme, le garçon lui demanda ce qu'il faisait là, ce à quoi l'homme répondit en demandant si c'était ainsi qu'on saluait son propre père. En entendant cela, Charlie a ri et Scott a simplement claqué la langue, irrité. Hugo se tenait le menton, pensif, regardant son fils avec prudence. Il a ensuite déclaré qu'au moins, lui n'était pas blessé et qu'un peu de soins médicaux lui permettraient de reprendre rapidement du service. Puis il lui a demandé s'il avait vu qui avait fait tout ça au monstre, puisqu'il était dans le bâtiment au moment des faits. Mais au lieu de répondre, Scott se détourna encore davantage de son père, et celui-ci, irrité, pensa à qui il tenait son caractère. Et le type a demandé à son ami si tout allait bien pour Harry. En entendant cela, l'homme courut vers Charlie et le saisit brusquement par les épaules. Puis il a crié, demandant à l'homme s'il connaissait vraiment Harry, et l'homme a reposé la question, sans comprendre. Et là, le type a dit qu'il comprenait maintenant de qui l'homme parlait quand il l'appelait par ce surnom étrange. Il s'agissait d'Hugo. Puis il a dit que l'homme se trouvait justement dans l'hypermarché et, au fait, qu'il avait vaincu la reine araignée, et il s'est présenté à eux comme Harry. L'homme, tenant toujours le garçon par les épaules, lui demanda de tout décrire plus en détail. Mais avant que l'homme puisse dire quoi que ce soit, un bruit sourd retentit dans le bâtiment et quelque chose heurta le mur. Pendant ce temps, Victor se battait avec Harry. Il s'éloigna de lui d'un bond, déjà à bout de souffle. Harry allait pourtant parfaitement bien, et il a dit que c'était trop. S'essuyant le visage avec la main, il a raconté qu'ils se rencontraient pour la première fois en 20 ans, et que la première chose que l'homme avait décidé de faire avait été de l'agresser. Victor demanda à l'homme comment il avait réussi à survivre. Puis il regarda son visage et pensa que cet homme ressemblait beaucoup à Harry, mais où étaient passées ses vilaines cicatrices, et sa voix était différente d'avant. Il pensa qu'il avait l'air trop jeune, puis Victor lui cria que ce petit salaud osait imiter Harry, et il s'inquiéta même un instant. Harry demanda à nouveau, perplexe. Victor hurla que ce salaud avait osé le tromper et qu'il le paierait de sa vie. Mais Harry lui demanda calmement de quoi il parlait. Puis il lui donna un coup sec dans le ventre, en hurlant que pendant tout ce temps, il avait profité des autres en les trompant. L'homme à pronoche a été projeté en arrière par ce coup. Mais Harry ne s'arrêta pas là, et d'un mouvement rapide, il se retrouva derrière l'homme pour frapper à nouveau. Il frappa l'homme une nouvelle fois, et celui-ci fut projeté au sol. Allongé au sol, Victor commença à émettre des sons étouffés, et Harry s'accroupit à son tour et commença à s'approcher de lui. Il a dit qu'il devait donner une bonne leçon à chacun d'eux, puis il leur a posé des questions sur sa vie pendant son emprisonnement dans la tour démoniaque. Il a demandé des explications et a déclaré qu'il s'était approprié ses reliques et ses biens, et qu'ils avaient même partagé son testament. Serrant le poing, il déclara avec un sourire que ce n'était pas grave, qu'il allait tous les éliminer de toute façon.
Il commença à énumérer l'ordre dans lequel il détruirait tout ce qu'il possédait, et l'homme se mit à trembler de peur. Harry s'exclama qu'il détruirait tout ce qui lui était cher, et ces mots semblèrent frapper Victor de plein fouet. Serrant les dents, il pensa que cela ne pouvait pas être en train d'arriver. En se relevant, il pensa que l'homme ne bluffait pas, car son comportement et ses paroles étaient si semblables qu'il n'avait même pas été capable de reconnaître ses mouvements. Était-il vraiment ce Harry? Avait-il vraiment pu s'échapper de la tour démoniaque? Victor se leva et déclara que tout cela n'avait aucun sens. Puis tout fut illuminé par une lumière rouge et le corps de Victor s'éleva au-dessus du sol. Des épées commencèrent à apparaître derrière son dos, et l'homme ordonna à l'autre de lui prouver qu'il était bien le même Harry. Un cercle magique à l'effigie du bélier apparut sous Victor, et des épées surgirent du portail situé derrière lui. Puis un chapeau et un manteau apparurent sur le corps de l'homme, semblables à ceux des empereurs des anciennes dynasties. Un message a été diffusé selon lequel l'entité sacrée de la constellation du Bélier, l'empereur de Jade, s'est révélé. Harry laissa échapper un petit rire et demanda si même un être saint avait daigné lui faire l'honneur de sa présence. Victor leva le doigt, pointant l'homme du doigt, les yeux rougeoyants, et des chaînes rouges jaillirent du sol autour d'Harry. Ces chaînes commencèrent à s'enrouler autour de son corps, limitant ses mouvements. Victor lui demanda s'il les considérait toujours comme des faibles. Une vague d'épées sillonna les airs, et l'homme déclara qu'il ne savait pas comment l'autre avait réussi à survivre dans cette tour. Victor leva les mains vers le ciel, se préparant à utiliser l'arme céleste pour attaquer Harry, enchaîné. Une multitude d'épées se précipitèrent sur Harry par vagues successives. Harry déclara, le visage impassible, que le pouvoir de l'empereur était véritablement stupéfiant. Victor fit un geste de la main en lui criant de se taire, et les épées s'accélérèrent.